Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. On est heureux de vous retrouver dans ce qui pourrait s'apparenter pour nous dans cette émission numéro 70, la première émission de la saison 2023-2024, même si quelques résidus de contrat traînent encore par-ci par-là, mais on va partir du principe que nous nous tournons vraiment maintenant vers la saison prochaine, et une saison qui sera encore une fois passionnante si l'on se base sur ce que l'on a vu lors de la saison 2022-2023. Premier bloc donc numéro 70, en petit comité aujourd'hui. On sent que ce sont un petit peu les vacances, il y en a qui vont se balader au soleil, mais enfin il y a quand même les travailleurs de l'ombre. Et les travailleurs de l'ombre, même s'il y en a un qui s'est mis particulièrement en évidence ce week-end, eh bien c'est Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. On va expliquer pourquoi si vous n'avez pas tous suivi l'actualité du hockey ces derniers jours. Philippe Ducaron, votre compagnie également pour une émission qui est censée durer 1 heure. Enfin on verra, c'est vrai que l'actualité est quand même un petit peu moins dense qu'en pleine saison, mais il y a quand même un certain nombre de choses à dire. Et la première chose que j'avais envie de dire, Laurent, je suis honoré d'avoir un champion du monde à ma table. Allez, on l'explique. Allez-y, commencez à l'expliquer. Allez, j'explique. Laurent Perroton est devenu champion du monde des légendes en hockey inline avec l'équipe de France ce week-end à Brunico, c'est dans le sud Tyrol. Et c'est un beau champion du monde, quelle que soit la classe d'âge. Là, c'était dans la classe des 50 ans. 50 ans, ouais. 50 ans. Les légendes, comme on les appelle, il y a 3 classes. Il y a les Masters, il y a les vétérans. 38, 45 et 50. Voilà. Et les légendes, c'est pour pas nous vexer, pour pas nous appeler les vieux, mais... Ouais, mais il y avait quand même quelques légendes véritables, comme Richard Ramonetto, oui, comme vous. Il y avait des gros joueurs aussi, c'est les Tchèques, c'est les Canadiens. Il y en a qui sont encore en activité, il y en a un qui joue encore pro, en Espagne. Donc c'était. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'à nos âges, on pense pas vivre des expériences comme ça finalement, parce que on était considérés comme des pros, c'est-à-dire que warm-up, réunion, meeting, grand hôtel, l'hôtel hallucinant. J'avais carrément la chambre intérieure en dessous de la piscine intérieure en dessous de ma chambre. Donc c'était l'hôtel, la nourriture, c'était hallucinant. Le décor aussi. Vous vous rendez compte que les joueurs de NHL ils vivent ça, mais tous les jours. Ouais, non, mais on est quand même content d'entrer. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est qu'en fait, tu as des meetings, tu as des ajustements tactiques, tu as des ajustements aussi au niveau des lignes, des oppositions de lignes et tout. Il y a un vrai travail au niveau du coaching staff pour préparer les équipes. Et puis, mon championnat du monde, il a commencé, ça a été un rêve, mais il a commencé complètement dingue parce que premier shift, on joue contre la Tchéquie, vice-championne du monde, et puis sortie de zone, une première passe, je la reçois au milieu, je la redonne tout de suite, et puis on marque 20 secondes de jeu. Donc là, tout de suite, t'es dans Tony Truant. Tout de suite, t'es en confiance. Et après, tout le monde se dit Perroton irremplaçable. Non, mais je jouais avec l'un des meilleurs joueurs du monde aussi, Paul Fayot, qui est vraiment exceptionnel, qui joue encore en première division à son âge. Et après, on enchaîne avec des grosses victoires. Bon, on joue l'Australie, c'est assez simple. Mais après, on joue les Slovaques, ça a joué assez dur, 6-4. Et puis on se retrouve avec un premier quart de finale assez simple, puisque finalement on a fini premier de notre poule, on joue les Italiens. On joue à domicile, donc ça commence, l'arbitrage, on sent que ça va être compliqué, mais finalement on arrive à s'en sortir et puis on gagne 5-1. Et c'est un système un peu particulier parce qu'il n'y a que 3 quarts finales, vous devez finir dans les... gagner votre carte finale, vous êtes dans la poule haute, donc vous êtes 3, et il y en a 3 dans la poule basse. Et ceux de la poule basse, il faut finir premier pour atteindre la petite finale, et ceux qui sont dans la poule haute, pour atteindre la finale. Et donc du coup, on se retrouve dans la poule haute avec qui ? États-Unis et Canada. Donc on commence Canada 2-1, et puis là, on s'en sort juste à la fin. Et puis contre les Américains, alors là c'était une guerre. Je pense que j'ai jamais mis autant de coups de canne de ma vie. Les Américains sont venus aussi pour gagner. Ils sont venus, ils avaient annoncé à Noël qu'ils avaient 3 équipes pour gagner, et puis ils se font battre par les Frenchies 3-2. Alors je peux vous dire qu'au serrage, c'est la honte, ça. Au serrage des mains, c'est la honte, non franchement. Au serrage des mains, ça a été limite. Ah ouais. Ouais, ça a été très tendu. Et je vous ai dit, j'ai jamais mis autant de coups de canne, mais j'en ai jamais pris autant. Ouais. Et puis les arbitres un peu. Alors laxistes. Que vous en ayez pris autant, je vous crois. Que vous n'en ayez jamais mis autant, j'ai des doutes parce que vous avez quand même votre petite
petite réputation, même si vous n'avez eu qu'une seule pénalité de tout le tournoi. Mineure, ouais. Bravo, vous devenez un exemple. Je deviens un exemple, je m'assagis. Et puis après, alors la finale, 6-2 contre le Canada. La finale, c'est fou parce qu'on commence, on perd 1-0, on égalise, on perd 2-1. Et là, le coach, il fait un changement de tactique. On était parti sur une trappe. On a commencé à passer en carré là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est 60-30, hein, 4 contre 4 sont hors jeu, donc physiquement c'est intense, c'est-à-dire que sur une sortie de zone, si vous perdez votre joueur, vous avez 60 mètres pour essayer de le rattraper, et donc 8 matchs en 5 jours, donc voilà. Et puis en deuxième mi-temps, ils se sont écroulés, on a changé un peu de tactique, et puis finalement on a tenu leur premier bloc. Nous, on jouait face au premier bloc, il y avait nos positions de ligne, puis on gagne 6-2 contre le Canada. Ouais, c'était hallucinant. Pour être complètement honnête, les 2 dernières minutes, je pleurais parce que c'est une émotion un petit peu. Ça me rappelait un petit peu les mêmes types d'émotions quand vous avez la naissance de vos enfants, mais c'est d'une puissance. Et après, on s'est retrouvés tous autour de la cage, et là, alors là, c'était une catastrophe. Tout le monde pleurait. Voilà, mais oui, j'ai vu. Voilà quoi. Et puis après, on se rend compte de l'exploit parce que finalement, on était venu pour essayer de faire une médaille. Et puis, on est champion du monde face au Canada qui avait amené la grosse équipe. Donc, et puis en plus, c'est 3 collectifs, donc c'est extraordinaire parce que vous êtes 3 équipes, tout le temps ensemble en fait, tout le monde s'encourage. Et puis les 45 sont champions du monde et puis les 38 sont médailles de bronze. Donc le président il était aux Anges et le soir on s'est tous retrouvés, c'était assez hallucinant. Il y a des gars au petit déjeuner qui sont arrivés juste au petit déjeuner. Donc ouais, là on a bien rigolé sur le retour aussi. Ouais. Donc une aventure humaine exceptionnelle. Alors si les auditeurs qui vous entendent en ce moment veulent savoir exactement de quoi on parle, eh bien allez simplement sur le site planethockey.com, vous faites une petite recherche sous Inline et puis vous tomberez sur le petit compte rendu en fait de la finale, et puis surtout il y a le match complet France-Canada où vous verrez Laurent Perroton qui portait le numéro 73. Ouais, alors c'est pas mon numéro, moi j'avais le 22, mais bon, la légende Richard Emonetto, voilà, c'est ça. Donc il y avait le 22, donc moi j'ai pris mon année de naissance. Voilà, c'est pas mon âge, c'est juste mon année de naissance. Mais enfin voilà, et quelque chose me dit que ce n'était pas la dernière de Laurent Perroton en tant que joueur. On le connaît comme coach et ça on en a encore pour quelques années avec lui, mais comme joueur, je crois que vous allez être obligé de repartir une année maintenant parce qu'il y a un titre à défendre. Hein. En fait, dans le vestiaire, c'est les premiers mots qu'on s'est dit, c'est on a un titre à défendre, donc il faut repartir pour une année. L'année prochaine, ça sera à Mannheim. Donc évidemment que je dois me rengager dans une équipe de National 2 pour avoir le niveau, pour pouvoir être sélectionné et repartir. Donc là, c'est une discussion que je dois avoir aussi à la maison. Oui. Ma fille m'a fait la tête. Et pour la petite anecdote, je voulais vous montrer ma médaille. Mm-hmm. Et finalement, j'ai appris que ce matin, elle l'a cachée dans son sac, elle est partie avec. Ah ouais. Donc du coup, voilà. Et non, ça a été assez dur pour les enfants. Mon absence, et puis du coup là je lui en ai pas encore parlé. Vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là, on leur apporte un petit cadeau. C'est ce que j'ai fait, et puis ça s'est passé crème. Bon, alors en tout cas Laurent Perroton, félicitations pour ce titre tardif, mondial tardif, mais titre quand même. Hein. Ouais. Et j'imagine qu'alors pendant une semaine depuis Brunec, comme disent les Allemands, eh bien vous n'avez pas eu trop le temps quand même de regarder l'actualité, mais enfin. On avait des temps libres, donc moi je suis un passionné de hockey, donc j'ai quand même regardé pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pour le menu d'aujourd'hui, je n'ai pas de casque de plomb, je n'ai pas de casque... non, moi non plus. Non plus, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Moi, je pourrais donner le casque d'or à Laurent Perroton par rapport à ça. Le casque de plomb, peut-être à Christian Ponty qui est à Istanbul et qui nous écoute peut-être. Ouais, il nous écoute sans doute. Mais nous, si on a du soleil... Il fait bronzette avec madame. Voilà, mais nous, si on a du soleil, il fait beau et très chaud. Voilà, juste pour le signaler qu'il n'est pas véritablement un privilégié. Alors, on a quelques news, on a quelques questions. On commence peut-être avec des questions ? Ouais, on commence avec les questions. On y va. Les questions des auditeurs. Alors évidemment, elles sont un petit peu plus rares parce qu'on est un petit peu hors saison. Mais n'hésitez pas quand même à continuer à nous écrire et à nous écouter puisque cette émission, on la continue également pendant la saison morte, comme on dit. Alors je vais dans l'ordre. Tout d'abord, il y a Sophie de Vétro. Je crois que c'est en Valais, ça, Vétro, qui revient encore une fois sur le championnat du monde de hockey. On pourra en parler un petit peu d'ailleurs, et qui s'étonne toujours de la titularisation de Mayer devant les filets à la place de Giannelli. Alors c'est vrai que ça avait enclenché un petit débat et que ça a été une des choses qu'on a peut-être reproché à Patrick Fischer. Quel est votre avis sur cette question ? Mon avis sur la question, là encore une fois, je le précise avant parce que comme ça les auditeurs me connaissent bien, mais je ne suis pas objectif parce que pour moi Giannelli, je le voyais titulaire, pourquoi ? Parce qu'il a fait un très bon championnat du monde, il était dedans, et surtout, dans tous les matchs décisifs, c'est lui qui les a joués et qui les a gagnés.
à part la finale, on se rappelle au penalty. Donc à chaque fois que l'équipe a été brillante, donc j'ai été un peu étonné. Et puis ce qui a été compliqué, ce qui n'a pas donné raison à Patrick Fischer, c'est que contre les Allemands, il ne faut pas être mené au score. Et ce premier goal est vraiment pour Maier, hein, il le sait, il s'en veut un peu. Je pense que la pression de résultats et la pression de sa saison et tout ce qu'il a fait cette saison a peut-être joué un peu à un moment donné un peu de déconcentration, mais malgré tout ça a mis l'équipe de Suisse dans le down, et puis l'équipe allemande avec beaucoup d'euphorie et surtout capable de bien défendre, de jouer dur et de jouer les transitions rapides et les contres. Donc là, mais ce que je veux dire aussi pour répondre, c'est que maintenant il n'est plus le seul décideur. Quand vous avez, à l'époque, c'était le coach qui décidait tout. Aujourd'hui, il y a les entraînements de gardiens, il y a l'entraîneur de gardien, il y a l'adversaire rencontré, il y a énormément de discussions, il y a des coaching staff qui au dernier moment, donnent le dernier choix à l'entraîneur de gardien, parce que c'est lui le spécialiste. Donc là, je pense c'est une décision collective. Donc on ne peut pas dire que c'est Patrick Fischer le fautif, c'est le staff qui a pris cette décision. Après, ça aurait pu très bien marcher, mais c'est une vraie déception. Ce qui est fou, c'est que, pour revenir au championnat du monde où j'étais au inline, toutes les nations avec qui j'ai parlé, ils m'ont parlé de ça. Ils m'ont parlé de l'équipe de Suisse. Ils m'ont dit, mais c'est incroyable, on pensait que j'allais au moins être en finale, et là, éliminé en quart de finale contre l'Allemagne, tout le monde a halluciné, mais je vous parle de toutes les nations. Même les Allemands sont étonnés. Hein. Ouais, j'ai parlé avec, il y avait l'équipe d'Allemagne, j'ai parlé avec les Allemands, j'ai parlé avec notamment les Tchèques et Slovaques, qui étaient très très étonnés, et les Canadiens aussi, avec qui j'ai parlé. Il y avait un Québécois là qui me disait qu'il avait énormément suivi les championnats du monde, il habite en Europe, et puis du coup, ils étaient très très étonnés de ce résultat. Après, voilà, c'est une décision collective, mais moi je pense que ça a une grosse incidence. Je reste persuadé que ce match contre l'Allemagne, si tu ne prends pas ce premier goal, tu marques en premier et que tu es un peu patient, ça peut complètement débloquer la situation. Mais je reviens à ce que je vous disais, on va redévelopper après sur l'équipe de Suisse, mais souvent, moi je reproche aux joueurs suisses le confort intégral du pays et à tous les niveaux. Et dans l'aspect mental, on sait qu'on a une rivalité, hein, les Suisses et les Français, on se taquine souvent, mais ce que j'ai retrouvé dans le vestiaire français, c'est la grinta, et tu avais des mecs... Ceux qu'avaient les Allemands. Et tu avais les mecs, dans mon équipe par exemple, qui avaient des budgets pas limités un petit peu, et j'ai vu des joueurs jouer avec des cannes pas en super état, etc. Et donc, à chaque fois qu'on a été mené ou à chaque fois que c'était tendu, on est revenu dans la partie. Et ce côté-là, c'est ce côté difficile du pays. Oui. Et donc là, moi je pense qu'il y a quand même une cause à effet. Puisqu'on a ouvert le chapitre championnat du monde grâce à cette question, on va continuer sur ce chapitre championnat du monde, et puis on ouvrira un autre chapitre avec une deuxième question. Justement, ce championnat du monde, il y a une déclaration qui me fait peur. C'est celle de Lars Weibel, si je ne m'abuse, qui a dit en gros qu'il n'était pas certain qu'en Suisse on ait finalement l'ADN de la gagne. C'est très mauvais comme remarque, ça. Comme message, c'est très mauvais, ouais. Justement, alors peut-être que c'est la réalité, mais ça se dit pas quand on est dirigeant. Ça se dit pas. Alors ça peut se dire si on a une planification derrière. C'est-à-dire que s'ils ont l'intention de rester avec le même coaching staff, ça protège le coaching staff en disant voilà. C'est la faute aux joueurs. C'est la faute aux joueurs. Ce que disent les joueurs d'ailleurs. Nino. En tout cas, Nino Niederreiter, le capitaine. Ouais, il a dit ça, et puis il s'est pas démonté. Moi, j'ai bien aimé son interview. J'ai bien aimé parce qu'à un moment donné, c'est vous devant la cage. Hein. C'est vous défensivement. Je veux dire, les systèmes, on les connaît. Ça fait des années qu'ils sont professionnels. On connaît comment on joue au hockey. Mais c'est cet aspect mental qui fait la différence. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Et c'est les joueurs quand même qui sont sur la glace, qui laissent un shoot ouvert, qui ratent une cage ouverte. Voilà. Donc quand même Nino, parce que moi je veux bien qu'on dise ok, le sélectionneur c'est plus le bon, mais expliquez-moi comment ça se fait qu'au premier tour c'est exceptionnel, la jouerie. C'est bien qu'il y a une patte du sélectionneur et du staff. Non, oui. Donc ce que je veux vous dire après, c'est que dans les moments décisifs il y a un problème, mais il est d'ordre mental, il n'est pas d'ordre tactique, il n'est pas de l'ordre technique.
hein, il n'est pas d'ordre du coaching. On est d'accord. Ouais, mais le problème, c'est quand vous avez un sélectionneur, et ça, c'est une autre erreur à mon sens, qui vient vous dire, moi-même, je ne suis pas content de moi-même parce que je n'ai pas préparé l'équipe comme elle le devait. C'est une marque de faiblesse qu'on ne devrait pas entendre de la part d'un coach. C'est très honnête, sans doute, mais ça ne fait que fragiliser sa position. Ça fait peut-être fragiliser sa position, mais il reste droit dans ses bottes et dans sa personnalité. Lorsque mon coach, là, au championnat du monde, à un moment donné, contre les Canadiens, on jouait pas bien, il a dit, je me suis trompé sur la tactique, on va revenir à ça. Il l'a dit, et nous on a tous et c'est une vraie marque de confiance, parce qu'après on a confiance à la personne parce qu'il se rend compte et il est pas obtus. Donc peut-être que c'est sa façon d'être, il a toujours fonctionné comme ça avec les joueurs, et c'est une façon de protéger aussi les joueurs. Mais aujourd'hui, si on est honnête, Philippe, ok, on garde pas Fischer, on veut absolument un entraîneur suisse. On met qui? Ah, mais moi, je suis pour garder. Au départ, j'étais sceptique avec Fischer. Aujourd'hui, je serais plutôt du style à dire non, gardons-le. Il a ouvert quand même une certaine voie. Il a ouvert une certaine voie. Et surtout, on parle de résultats, mais dans le contenu, l'équipe suisse, elle joue bien. Hein. Elle joue bien et elle est reconnue mondialement. Et je vous dis, j'étais dans un tournoi où on m'a parlé que de l'équipe de Suisse. Donc ça veut dire qu'elle plaît quand même au niveau hockeyistique. Maintenant, c'est juste ce détail-là mental. Quand je vous dis, on fait tout le temps des entraînements avec du skills. Les parents payent des fortunes pour faire du skills. Moi, je pense qu'il faut aussi changer un peu la mentalité. Et dans l'éducation sportive et dans l'éducation parentale. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus pour que les joueurs... évidemment que le pays, il est magnifique. Évidemment qu'on rêve tous de vivre en Suisse parce que c'est génial. Mais à un moment donné, ce confort-là, il faut essayer de je sais pas comment faire, mais essayer de le casser pour pouvoir dans les grandes compétitions rivaliser avec des gens qui ont extrêmement faim. Ouais. Bon, ce championnat du monde, voilà, il est derrière. On va pas l'oublier parce qu'on ne doit surtout pas l'oublier sur son scénario, sur ce qui s'est passé. Encore une fois, la Suisse est championne du monde des tours préliminaires. Après, évidemment, ça se gâte. Oui, mais je voudrais quand même rajouter que quand même l'Allemagne c'est finaliste. Hein. Oui. Donc c'est pas des pompes à vélo. Ah non. Donc ils ont quand même été finalistes des Jeux Olympiques, finalistes du championnat du monde. Donc il y a une génération dorée aussi en Allemagne. Comme ils le disent eux-mêmes, c'est aussi une question d'état d'esprit. Exactement. C'est ce qu'a dit Dominique Cahoun dans une interview que vous pouvez voir ce matin. Je l'ai lu sur le site Planet Hockey. C'est pas très en profondeur, mais enfin voilà, on a bien compris le message. On a très bien compris le message, et puis il y a une grande fierté derrière tout ça. Donc mais c'était sûr que ça allait être compliqué, mais moi je reste persuadé que l'entame de match, l'équipe qui avait marqué en premier allait gagner, et là le choix du gardien a été pour moi une petite erreur. On est plus intelligent après. Oui, c'est vrai que Maier n'a pas fait son meilleur match de sa carrière entre les poteaux. Hein. Non, exactement. Mais enfin, on ne peut pas non plus. C'est un choix. Mais on ne peut pas lui imputer en tout cas la défaite de l'équipe de Suisse. Pas du tout. On aurait plutôt tendance à se tourner vers des joueurs qu'on attendait plus présents et qu'on n'a pas vus. Et là, je pense à ceux de NHL. Ouais, mais oui, je suis d'accord avec même si on peut, je les critique pas, hein, mais c'est un constat où on peut de temps en temps leur accorder un match sans. Mais le problème, c'est que c'est tombé ensemble au même moment. Oui, mais moi, je reste persuadé que c'est l'équipe en face qui a fait faire le match sans, et ça reste aussi l'équipe qui a marqué en première. Donc, du coup, après, ils ont défendu d'une certaine manière, et puis ils font mal. Hein. Quand ils frappent, ils font mal. On va regretter finalement que Leon Draisaitl n'était pas avec les Allemands. Peut-être que les Allemands auraient perdu contre la Suisse. Ouais, peut-être, mais en tout cas... Non, mais sans rire, ça aurait aussi cassé une certaine harmonie. Vous avez Draisaitl qui débarque à partir des quarts de finale. T'as plus une équipe, t'as une star. Voilà, exactement. Mais évidemment que l'équilibre est fragile, mais moi je le trouvais assez bon dans l'équipe de Suisse. Et puis j'ai trouvé l'absence de Malgin quand même. Hein. L'absence de Malgin, parce que Malgin sur un match comme ça, il serait fait frapper, mais sur une action ou deux, il peut, comme il est très très vif, et les Allemands sont assez gros et assez grands, il aurait peut-être pu faire je vais pas polémiquer. Enfin, je vais essayer de ne pas polémiquer. Mais quand on vous annonce le jour d'un match aussi important, Malgin ne joue pas, enfin on voit la feuille de match, il n'est pas sur la feuille de match, on vous annonce qu'il est malade. C'est quoi votre premier sentiment ? Je me dis c'est pas possible. Si, parce que dans la compétition, vous avez beaucoup de fragilité. Nous, ça nous est arrivé. Juste comme vous êtes très fatigué, vous êtes beaucoup plus sensible à un coup de froid, etc. Mais à ce niveau-là, si vous n'êtes pas à 100%, faut pas jouer. Parce que le niveau est tellement haut. Donc s'ils ont pris cette décision-là, c'est que c'était la bonne. Et moi, je reste persuadé que c'est une maladie. C'est pas un problème d'ordre de choix tactique ou comportement ou d'autre. Non, pas du tout.
Bon, est-ce qu'on va conclure sur cette saison internationale ? Ouais. Même si un petit peu de NHL, ça se fait aussi de l'international. Ouais, mais bien sûr, mais moi, voilà. Pour finir, on est vraiment triste parce que moi, cette année, vraiment, moi, j'ai rêvé, mais en fait, dans le contenu, en fait. Moi, c'était un réel plaisir de voir les matchs et puis de se faire éliminer comme ça en quart, c'était une réelle déception, vraiment, vraiment, pour tout le monde. Bon, on va continuer avec une autre question. Là, on part à Fribourg, c'est Noël de Fribourg qui nous parle du programme des matchs de préparation de Fribourg-Gotteron. Alors je vais ressortir ce programme des matchs de préparation et il nous dit est-ce que finalement cette programmation-là vaut la même préparation que s'ils avaient disputé la Champions Hockey League. Alors je vous donne, juste pour mémoire, je vous donne les adversaires de Gotteron. Il y a 9 matchs qui sont prévus. Turgovie, donc Fribourg jouera son premier match le 11 août. Premier match contre Turgovie, ensuite au Sentier contre Vitkovice et contre Francfort. Ensuite, ils joueront à Bolzano, que vous connaissez bien, contre Slovan Bratislava. Un deuxième match contre un adversaire à déterminer. Ensuite, ce sera Liberec à Gien dans le cadre de la Coupe des Bains. Il y aura Bremerhaven à Gien également, toujours dans le cadre de la Coupe des Bains. Et puis ces 2 derniers matchs contre Jukurit Mikkeli, les Finlandais, à Yverdon. Et puis dernier match le 9 septembre contre Ajoie. Alors, on est quand même... Alors, bien sûr, il y a Vitkovice, il y a Francfort, il y a Liberec, il y a Bremerhaven, il y a Jukurit. Et on est quand même assez loin d'affiches de Champions Hockey League. Alors... là, je vais vous répondre de 2 manières. La première, évidemment que la Champions League, c'est des matchs coup près, c'est des matchs de haut niveau, et puis c'est des matchs à enjeu. Donc ça change la donne. Donc c'est vrai que moi, dans mes préparations, par exemple, lorsque j'avais une équipe, je faisais toujours, je jouais pas contre les équipes de mon championnat, et je jouais toujours contre des équipes de niveau supérieur, étrangère ou suisse. Pourquoi ? Parce qu'on doit faire tout plus vite et puis c'est là qu'on voit les grosses erreurs. C'est là qu'on voit là où on n'est pas en place et pour qu'on corrige. Maintenant, quand on regarde le planning de Fribourg, ce qui me saute aux yeux là, et tout de suite à ce que j'ai pensé, c'est que en fait, on a beaucoup d'équipes rugueuses. Est-ce qu'il y a un signal ? Est-ce qu'il y a un signal et voir un petit peu le comportement et justement ce qu'on a pu parler de l'équipe de Suisse ? Il y a un nouveau défenseur rugueux à Fribourg cette année. Hein. C'est ça, mais c'est surtout que là, il va falloir aller au charbon parce que les Allemands, les Tchèques, ils jouent assez dur, on les avait vus. Les Italiens, Bolzano, je peux vous dire qu'il y a deux, trois défenseurs qui sont assez méchants. Donc c'est une bonne idée et je pense que c'est peut-être lié à leur saison et leur manque de tranchant dans les moments décisifs. Et là, on parle de mental. Par contre, 9, c'est beaucoup. Hein. 9, c'est beaucoup, mais peut-être qu'il va faire tourner son effectif et justement, il veut aussi arriver à avoir une équipe prête tout de suite. On a beaucoup parlé dans toutes les émissions qu'on a faites sur le fait que c'était important d'être constant et de bien commencer. De ne pas avoir trop de trous et de bien commencer. Toutes les équipes qui ont été assez constantes et qui ont bien commencé, elles ont été dans le top 6. Donc je pense qu'il y a toute cette réflexion qui a mené Christian Dubé pour avoir ce genre de préparation. Mais c'est vrai que si on regarde le calendrier, avant-dernier match le 2 septembre, dernier match de préparation le 9 septembre, donc il y a une semaine d'écart, et puis le championnat reprend encore la semaine d'après. Donc finalement ça veut dire un match par semaine, ce qui est bien pour la récupération et pour bien préparer son équipe pour le futur calendrier qu'on attend d'ailleurs avec impatience. Hein. Oui, on attend avec impatience. Moi, je pense qu'il prépare aussi. En fait, ça va aller crescendo. Ouais, chaque match, il y aura des objectifs individuels et collectifs et il va pouvoir faire ses tests. Et les 9 matchs, là, vous pouvez vraiment préparer votre équipe et elle sera prête pour le début du championnat. Parce que le match contre Turgovie, j'imagine que c'est par rapport au lien qui est entre les deux clubs. Souvent les clubs partenaires. Les clubs partenaires, tu commences comme ça. Et puis ça te permet de voir aussi tes joueurs qui sont dans le club partenaire sur un match contre ton équipe phare, donc c'est souvent comme ça. Ouais. Voilà, donc ça c'était la question de Noël. Donc préparation certes différente, mais pas dénuée d'intérêt pour la formation de Christian Dubé. Je passe à une troisième question. Cette fois-ci, on va parler de Swiss League, mais je pense qu'on aura répondu assez rapidement. C'est Jonathan de Sierre qui demande, parce que oui, j'imagine qu'il voit la patinoire de Graben tomber en ruine, comme tout le monde d'ailleurs. Enfin, la patinoire, pas nous. Hein. Quoique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, il demande si le HCC jouera bien à Graben cette saison. Bah oui.
Ouais, je pense pas qu'ils vont jouer au Forum. Non. non, mais ils vont vraiment jouer à Graben. Après, ils ont reçu leur licence. Ouais, ils ont reçu leur licence. Après, combien de temps ça va tenir en espérant qu'il n'y ait pas 2 joueurs qui finissent dans la piscine. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est inquiétant quand même. Hein. En termes de sécurité, et puis pour les joueurs, et puis l'infrastructure, quoi. Il faut vraiment vite que cette nouvelle patinoire arrive. Et on en avait parlé, on avait mis un casque d'or pour le Haut-Valais. Quand on voit ce qui se passe en Haut-Valais et que les patinoires poussent comme des champignons, il n'y a pas de raison qu'en Bas-Valais, ça ne soit pas la même chose. Donc en espérant qu'il y ait une patinoire qui arrive rapidement à Sierre, mais ils vont évidemment jouer dans leur patinoire officielle. Oui. Voilà, ça c'était pour la question de Jonathan. Eugénie de Marin, canton de Châtel, qui doit être supportrice de Genève Servette. Elle s'étonne de la longueur du contrat que l'on a accordé à Tanner Richards. Donc il avait encore un contrat d'1 année. Et il a re-signé pour 4 ans supplémentaires. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Tanner Richards c'est devenu un joueur majeur. Tout le monde ne parle que de lui, que ce soit avec Genève ou avec l'équipe de Suisse. Et elle pense que sur 4 ans, il va falloir tenir le choc. 4 ans, c'est un long contrat. Alors déjà, il est arrivé en 2017. Il est arrivé d'Amérique du Nord en 2017. Donc avec le contrat qu'il vient de signer, donc ça fera 2027-2028, il sera à sa 11e saison. Quand on connaît le personnage et le joueur... je ne sais pas combien de temps va durer l'idylle entre le staff et le joueur, mais des fois ça peut être problématique. Mais il a quand même bien changé et bien progressé. Surtout avec ce joueur. Ouais, oui. Ce joueur-là. C'est exactement ça. C'est plus compliqué. Mais après, aujourd'hui, sur le marché, un joueur suisse qui a fait cette saison-là, qui est très fort au face-off et qui joue maintenant avec l'équipe nationale, si vous ne le signez pas une longue durée, il aura des offres ailleurs et il va partir. Donc on revient toujours au confort du joueur suisse et au mental. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de joueurs de très haut niveau et un bassin assez élevé pour pouvoir se permettre de signer des contrats courte durée sur les joueurs internationaux. Vous vous rappelez, on parlait de l'équipe de Finlande. Rajala, qui a été l'un des meilleurs Biennois avec l'équipe de Bienne en finale, il n'a pas été sélectionné. Ça veut dire qu'ils ont un potentiel de joueurs absolument énorme. Et du coup, ça oblige les clubs à signer des contrats longue durée. Alors des fois, c'est génial parce que ça conforte le joueur et puis ça lui montre de l'intérêt et du coup, lui, il rend la monnaie et puis ça se passe très bien. Puis des fois, ça se passe pas bien. Mais maintenant, est-ce que les contrats ont de la valeur ? Si ça va pas, vous pouvez les changer. Et c'est arrivé plusieurs fois. Donc, ce qui s'est passé avec Schlappic. Ouais, voilà, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, finalement, tu gardes ton joueur chez toi, tu le mets en confiance, tout se passe bien. Si ça se passe pas bien, on trouvera une solution avec l'agent et le joueur pour faire un échange. Donc, je m'inquiète pas trop sur la durée de contrat. Oui. Puisqu'on parle de contrat, rapidement, on va essayer de le faire rapidement. Et si on regardait rapidement les arrivées et les départs de chaque formation de National League, voir qui est un petit peu gagnant, qui est un peu perdant, si la formation risque d'être plus forte ou moins forte. Alors, on y va par ordre alphabétique. On va commencer par Ambri Piotta. Donc, pour les départs, nous avons Yannick Bouren. Je vous donne les principaux. Bien sûr. Yannick Bouren, Yannick Fischer, Thomas Ruffenhardt, Zach Mitchell, André Heim, Philippe Schlappic. Et alors, pour les compenser dans les arrivées, nous avons Nando Egerberger, Florent Doué, Dario Vutric, Yannick Bruchweiler, Manix Landry, Tommaso De Luca et Jacob Lilia. Et Laurent Dauphin, bien sûr. Je n'ai pas le sentiment de voir un Ambri Piotta qui sera supérieur à ce qu'il était cette année. Non, parce que Schlappic, vous vous rappelez, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, mais André Heim, c'est un gros coup dur. Et puis en défense, tu as perdu déjà Fora, tu perds Buren. C'est pas facile de trouver des joueurs suisses, même qui va jouer là. Vous m'avez dit Fischer. Il peut quand même rendre Yannick Fischer. Il peut quand même rendre un peu des services. Donc, faudra voir avec la nouvelle génération. Ils ont intégré des jeunes, notamment le fils Landry. Donc, faudra voir. Mais pour l'instant, moi, c'est un peu statu quo pour moi. Le départ de Philippe Schlappic qui n'était pas prévu, compensé par Jacob Lilia qui nous vient du Dynamo Moscou et puis Laurent Dauphin qui était dans l'organisation d'Arizona même si ce n'était pas un leader.
Bah, c'est toujours pareil. C'est la belle entente des Tchèques là, qui va poser problème. Hein. Mais c'est toujours pareil. Qui va manquer. Les CV, c'est une chose, mais l'intégration dans le championnat et l'adaptation dans la ville dans laquelle il évolue et le club, c'est une autre. Donc ça, on ne peut pas se prononcer finalement. Des fois, vous avez vu, cette année, on a eu des grosses surprises. Ouais. Notamment à Cloton. Ouais. Donc Jonathan Hang, par exemple, on n'aurait jamais imaginé à ce niveau. Et puis après, on a eu des grosses déceptions à Lugano, par exemple. Donc voilà, à voir, mais pour l'instant, ça me paraît un peu statu quo. Ouais. Bah, puisque on va rester au Tessin à Lugano, alors là, c'est assez... on sent que Lugano a une envie de bien faire et d'attirer quand même de gros poissons. Alors, les départs. Et là, c'est surtout au niveau des étrangers que ça a bougé. Alors, Troy Joseph s'en va, Brett Connolly s'en va, Chris Bennett s'en va en Allemagne. Les autres, on ne sait pas encore trop. Et puis, autrement, dans les autres départs importants, il y a Ilya Riva qui va à Zug, le défenseur. Voilà, c'est à peu près les plus importants. Puis alors, les arrivées, c'est Jesper Peltonen, qui vient de Cloton. C'est Lorenzo Canonica, qui vient des Cataractes, de Shawinigan. Ouais. Arthur Ruotsalainen, qui vient de Cloton. Matthew Furbo, qui vient d'une université américaine de Colgate, Cole Cormier qui vient de Gatineau, et puis de jeunes joueurs dont on parlera sans doute plus tard. Là, la balance, elle tombe plutôt quand même. Alors c'est très nord-américain là, hein, c'est très. Ouais, mais alors moi, là, Lugano a fait pas mal, hein, bien travaillé. Luca Gialinazzi, je le connais très bien. Il est pour la formation, donc il a été chercher des joueurs. En fait, ce qui reprochait à son équipe en off, c'est un petit peu l'intensité et la constance durant les matchs. Donc là, l'équipe a rajeuni pas mal. Il a choisi des joueurs, des étrangers par rapport à ce qu'il veut et qu'il a vu évoluer cette année exactement sur les situations spéciales et sur le line-up. Et ensuite, les jeunes joueurs qu'il a pris, il les connaît très très bien. Donc Lugano, beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus équilibré en quantité et en qualité. Ouais. Juste pour citer les 6 étrangers de Lugano, donc Mikko Koskinen dans les buts. Vous avez 2 autres Finlandais qui sont Marcus Granlund et Arthur Ruotsalainen. Vous avez 2 Canadiens avec Daniel Carr et Michael Joly. Et puis donc un Américain avec Marc Arcobello. C'est vrai que ça tient la route. Ça tient la route, ouais. Bon, on va beaucoup moins parler d'Ajoie parce qu'à Ajoie, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Les mouvements, ils vont pas forcément dans le bon sens. Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Donc Jordan Howard qui se retire, Jérôme Leduc, on ne sait pas où il va, Martin Bakoche, on ne sait pas où il va, Yann Deroux s'en va à Bienne, Anthony Rouillet, on ne sait pas où il va. Ça fait 5 départs, compensés théoriquement par Yannick Fischer qui vient d'Ombrie, Noah Patnaut qui vient de Saint-John, Joël Scheidegger, le jeune qui vient de Fribourg, Adam Rundquist qui vient de Turgovie. Je suis désolé, je me fais de nouveau du souci, mais... Mais c'est des joueurs de Ligue B. Alors, il y a la rumeur Eric Gélina venant de Berne. Ouais, mais Eric Gélina, c'est cher. Hein. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas, mais mais il faut absolument faire du recrutement parce qu'autrement, on va partir sur les. Mais voilà, on a, comme je l'ai dit souvent, il y a des joueurs qui ont des contrats longue durée comme étrangers. Puis le marché des joueurs suisses, il n'est pas exponentiel, donc ça veut dire que on fait avec les seconds couteaux. Mais là, il y a quand même des départs qui étaient quand même des joueurs intéressants, même s'ils étaient soit vieillissants, soit un peu limite, mais il faut trouver les remplaçants. Là. Il y a 5 étrangers actuellement sous contrat, et les 5 étaient déjà à Ajoie l'année passée, hein. C'est-à-dire De Vos, Hazen, Brennan, Asselin et Gauthier. Gauthier qui a été re-signé là, ouais. Ouais, donc voilà, une 6e place. Et puis au niveau contingent suisse, on ne peut pas dire pour le moment que ce soit vraiment renforcé. Noah Patnaut, c'est un gardien. Yannick Fischer, ok, c'est un défenseur. Joël Scheidegger, on a vu ce que ça avait donné à Fribourg notamment. Et Adam Rundquist, voilà. Non, on est un peu dans le même cadre. Ouais. Bon, on parlait d'Eric Gélina qui pourrait débarquer à Ajoie depuis Berne. Là, ça a quand même pas mal bougé parce qu'à Berne, on n'a pas envie on n'a pas envie de revivre la même. Alors là, je donne en vrac parce qu'alors il y en a eu des départs. Hein. Beat Gerber, Colin Gerber, Chris Di Domenico, Christian Pinana, Cody Koloubev, Tyler Ennis, Josh Teves, Eric Gélina donc, et puis Tommy Karunen qu'on n'a pas vu puisqu'il est arrivé pour les playoffs. Et puis encore deux rumeurs. Jalinberg, on ne sait pas trop encore s'il part ou pas, et puis Daniel Manzato, parce qu'avec l'arrivée d'un gardien étranger, sa position, de Reideborn, sa position elle s'est fragilisée. Alors justement, les arrivées, vous avez Samuel Kreis, Julius Onka, Martin Frk, Adam Reideborn. Ça ne fait pas beaucoup, ça en fait 4, mais ce sont 4 arrivées de qualité. Oui.
Ouais, après le premier nommé, Kylian Zug, Kreis, Ouais. il a fait une saison très moyenne, mais peut-être qu'il va avoir plus de responsabilités et se relancer à Berne. Mais oui, ils vont prendre leur temps, mais ils auront une grosse équipe. Ouais. Ça sera mieux, et puis surtout nous, dans les buts déjà. Ouais. Il y a le Davosien Pachou, on en parle gentiment. Non, mais ils ont après, le problème de construire ton équipe, t'as toujours pas le coach, quoi. Là, à un moment donné, moi je suis joueur, vous m'appelez en tant que président et vous me dites tu veux venir à Berne, c'est qui le coach? Oui. Parce que après on se renseigne parce que tu as un profil de joueur, tu te renseignes comment il est le coach, est-ce que ça peut matcher avec ton style, etc. Donc dans la planification de carrière, les agents ils font attention à ce genre de choses. Donc tant que tu n'auras pas le coach, et à jouer à la même problématique. Même si pour le moment, c'est Vauclair qui semble pouvoir continuer ou devoir peut-être continuer, même si c'est pas son désir. Non, mais là, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et puis, ça serait bien qu'il s'occupe des transferts et qu'il y ait un vrai coach. Parce que si tu veux structurer et durer dans la ligue, il faut qu'il y ait une vraie organisation. Ouais. Alors, la rumeur du côté de Berne dit qu'il y aurait encore une shortlist de 4 entraîneurs, 3 Nord-Américains, dont on ne connaît pas le nom, et Jussi Tapola, qui était l'entraîneur champion d'Europe avec Tappara Tampere. Alors voilà, c'est pareil, ils ont eu des mauvaises expériences. Ça n'a pas matché avec la direction au niveau des entraîneurs nordiques, donc ils vont peut-être se tourner vers un Nord-Américain. À voir. Il y a un autre club qui n'a pas d'entraîneur, pour le moment c'est Bienne. Ouais. C'est pas facile de trouver le successeur ou demi-successeur dans le profil. En fait, ce qui est très compliqué, c'est de trouver le successeur qui a un petit peu les mêmes idées pour continuer dans la philosophie du club et de Martin Steinegger, et ensuite de trouver quelqu'un qui accepte de venir à court terme. Oui, c'est ça. Parce que si vous êtes très performant et quelqu'un de reconnu et qui dans le profil, vous voulez un contrat à moyen terme. Ouais. Donc, mais Steinegger va trouver une solution. C'est peut-être chez le vice-champion de Suisse également qu'on va avoir le moins de mouvements durant cette intersaison. Comme d'habitude. Comme d'habitude d'ailleurs. Et c'est vrai que il y a le retrait de Froidevaux, il y a le retrait de Simon Ritz, il y a Schneeberger qui s'en va à Davos. Ce sont les 3 seuls départs connus. J'étais assez étonné, mais moi je pense que il rentre chez lui, et puis surtout c'était sur l'aspect financier parce qu'il avait un tout petit contrat. Oui. Ils lui ont fait confiance, et puis je pense qu'il n'y a pas un budget illimité à Bienne, et du coup ils ont peut-être pas fait des efforts assez suffisants, et puis Jan Olsson lui a proposé un contrat de plus longue durée. Moi je trouvais que le binôme avec Forster était excellent. Maintenant il va falloir qu'il retourne chez lui, mais il a repris de la confiance, il a fait une excellente saison, donc je pense qu'il a signé un meilleur contrat à Davos. Oui. Puis 3 arrivées qui sont pour le moment connues du côté de Bienne, c'est Yannick Bouren, le Léventin, en défense, et puis 2 attaquants, Lekit Reichlet qui vient des Getsakalayan, c'est un vrai espoir, et puis Yann de Rungs, ça c'est pas mal. C'est une perte pour Ajoie, et c'est peut-être un bon petit plus pour Ajoie, ça n'a pas marché, mais si Steinegger il y croit, c'est qu'ils vont arriver à faire quelque chose, et on sait qu'il y a eu des exemples conséquents de joueurs de Ligue B qui sont venus à Bienne qui ont performé cette saison. Oui. On part du côté de Davos rapidement. Dino Wieser se retire. C'est un petit bout de l'âme du club qui s'en va. Ouais, puis ça nous embête tous parce que c'est un joueur emblématique. Puis Magnus Liren s'en va également, à Ferrierstadt. Sinon, vous avez les départs attendus des étrangers comme Joseph Moreau, comme Aaron Irving. Vous avez Thomas Wellinger aussi qui se retire. Et puis donc vous avez Pachou qui va peut-être partir du côté de Berne. C'est ce qui se discute. Alors les arrivées, c'est surtout au niveau des étrangers. Mis à part Noah Schneeberger dont on vient de parler, il y a Christian Nekivet, le défenseur qui vient d'Örebro, et puis Alexis Peltonen qui vient de la St. Lawrence University. Pour le moment, c'est un petit peu... C'est le frère de celui qui est à Lugano. Voilà, c'est ça. Et c'est un petit peu kiff-kiff pour le moment. Voilà, Davos semble devoir se contenter d'un rôle de milieu de classement dans un premier temps. Ouais, exactement. Et puis après, le nouveau coach. Donc ça peut être une plus-value parce que je pense qu'Holden il a tout approuvé, et puis il a beaucoup d'expérience avec Zug. Donc impatient de voir comment ils vont évoluer. Ouais. Fribourg-Gotteron, un petit mot sur Fribourg. Là, il y a eu quand même pas mal, on en a déjà beaucoup parlé, donc on va pas... on sait que Connor Hughes, le gardien, est parti à Lausanne. On sait que David Darnay se retire. On sait qu'au niveau des étrangers, vous avez aussi Youssou Vainio qui a été remplacé, Victor Rask qui est parti à Rapperswil, Yannick Cannon qui est parti à Malmö. Et pour compenser tout ça, donc au niveau des gardiens, vous avez Brian Rueger qui vient de Turgovie, comme gardien numéro 2. Là... Ouais. Il y a match. Ouais. On va dire ça comme ça.
Et puis autrement, vous avez Chris De Domenico, évidemment, ça c'est le retour. Le retour. Après le retour. Est-ce qu'on peut dire le transfert? Pas sûr, mais en tout cas le retour, ça c'est sûr. Vous avez Lucas Wallmark qui vient de Zurich, et avec Wallmark, Fribourg, ça sera solide. C'est sûr et certain. Ils ont un top 6 étranger dans les meilleurs de la ligue. Parce qu'il y a encore Andreas Borgman. Ouais, parce que lui, il est défenseur physique. Il va faire vraiment du bien. Ouais. Vous avez vu les étrangers qu'il y a. Donc non. Là, individuellement, Fribourg a des gros étrangers. Maintenant, il faudra trouver l'amalgame entre les joueurs, et puis que les joueurs suisses refassent une saison comme il y a 2 ans. Cette année, c'était un peu insuffisant. Et là, avec Béra qui n'a pas de problème physique, Fribourg peut raisonnablement penser au top 6. Oui. Le champion, Genève Servette, départ de Tom Ernest, départ de Omark. Ça, ce sont quand même 2 tuiles. Vous avez Spons qui part à la Chaux-de-Fonds, Smirnov qui va à Cloton et Antonietti qui se retire. Pour compenser tout ça, Theodor Lennström de Feierstadt, Sakari Manninen qui vient des Henderson Silver Knights, club ferme de Colombo, je crois. Hein. Et puis évidemment Guillaume Maillard. Voilà pour la balance. Je pense que Genève ne sera pas moins fort. Non, et puis surtout, on a beaucoup parlé du duo Omar-Kartikainen, mais Manninen, il joue à Kartikainen en équipe nationale, et je les ai vus évoluer ensemble, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Ouais. Donc après je pense qu'il y aura encore 1 ou 2 surprises. Peut-être on va aller chercher 1 ou 2 joueurs suisses, mais finalement Smons, il était plutôt 9e défenseur. Donc voilà, et il garde un peu le même contingent. Phil Poula, ça s'est discuté longtemps. Finalement, il reste. Winnick aussi. Donc, à voir sur la durée. Mais cette année, il sera attendu au tournant. On va voir vraiment ce que l'équipe a dans le ventre. Il va se sentir un peu seul, Daniel Winnick, parce qu'il est entouré de Nordiques. Il est le seul Canadien. Ouais, mais ça fait un moment qu'il est là. Ouais. Il est plutôt maintenant en Suisse, dans l'état d'esprit. Il se sent bien là. Donc, ça va. Non, ça va jouer. Et puis c'est une équipe qui a gagné, donc tu as des souvenirs impérissables entre les joueurs, et ce qui fait que ça soude quand même l'équipe. Un mot sur Lausanne. Alors, je vous donne la liste des partants. Victor Östlund, Martin Gernat, Emilius Krakauskas, Richard Panik, Andrew Kaloff, Tula Ruikainen, Guillaume Maillard, Cory Emerton. 8 départs. Ouais. Les arrivées, Connor Hughes, Antti Suomela, Christian Joos, Mathias Memeto et Kevin Pache. On parle de Laurence Pilut, le défenseur de Buffalo. Ouais. Voilà. Bon, alors, cette manière, ça va se décider aussi ces jours, puisqu'il y a des joueurs qui peuvent être appelés à faire des camps. Vous pourrez rajouter Rochette. Ouais, Rochette, évidemment. Mais Rochette vient de gagner la Coupe Mémorial, et moi, je pense quand même qu'il va recevoir une invitation à un camp. C'est obligé. T'es capitaine, t'as mis des goals importants. À un moment donné, il a perduré pour pouvoir avoir cette opportunité-là, mais vraiment pas comme un rookie, vraiment essayer d'être invité pour pouvoir faire une équipe. Donc là, il faudra voir, mais s'il y a Pilut en plus et puis Rochette, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Au niveau étranger, c'est vraiment pas mal. Suomela, ça c'est très fort. C'est très très fort. C'est peut-être même le transfert de la saison, à mon sens. Pour moi, c'est le transfert en termes d'étrangers dans le top 3 des meilleurs transferts à Lausanne. Donc non, c'est un excellent transfert. Maintenant, on va voir comment Pounenov va réagir aussi. Vous vous rappelez de la fin de saison, on a été chercher un gardien étranger, il a plus joué. Il s'est fait débarquer avec l'équipe de Lettonie. Et puis le gardien qui l'a remplacé a été élu MVP du tournoi. Donc il y a toutes ces choses à digérer. Donc Hughes arrive en 2e. C'est là-dessus où j'attends de voir au niveau des gardiens. Et puis autrement, il y a les transferts très intéressants au niveau des étrangers. Oui. Alors, le problème avec les étrangers, c'est que si on ne compte pas Laurence Pilut, dont on parle quand même pas mal, il y en a déjà 7. Je les cite, c'est Daniel Audette, c'est Robin Kovacs, c'est Michael Raffel, c'est Mika Salomeki, qu'on ne va pas oublier évidemment, Jiří Sekac, Christian Joos et Antti Suomela. Ça fait déjà 7, Pilut ça ferait déjà 8. Ouais, mais moi je pense que si Kovacs ça va pas bien, et c'était compliqué en fin de saison dans l'attitude, et Odette,
ils vont peut-être essayer de trouver des possibilités de transfert et trouver une entente avec un club à l'étranger pour pouvoir commencer avec peut-être un top 6, parce qu'on sait qu'on réduit la valeur au niveau financier. On a parlé avec certains joueurs qui sont venus à notre émission où on propose des contrats moins conséquents. Donc ça veut dire que si on fait cela, c'est qu'on a moins la bourse ouverte, donc on peut-être pas partir à 8 étrangers au niveau financier du côté de Lausanne. Ouais. Il nous reste encore 3 clubs qu'on va voir rapidement. Il y a Cloton, alors l'ex-néo-promu désormais, qui nous avait bien plu. Ils avaient fait du super boulot pour pouvoir se maintenir correctement dans l'élite en saison 2022-2023. Alors c'est surtout au niveau des joueurs suisses qu'ils ont été touchés, parce qu'évidemment quand un néo-promu joue pas mal, il y a des Suisses, tiens, il est pas mal celui-là, on va aller le chercher. Donc du coup au niveau des joueurs suisses sont partis il y a aussi des retraits, et puis il y a aussi quand même de la Ligue B. Jordan Geller, lui, est parti à Viège, mais bon, Geller avait quand même fait sa saison. Vous avez au niveau des étrangers Jesper Peltonen qui est parti à Lugano. Vous avez Florin Randegger qui a pris sa retraite. Vous avez Arthur Watzalainen, c'est très embêtant quand même, qui est parti à Lugano. Vous avez Dostoïnov, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il jouait plus beaucoup. Altorfer, non plus. Eric Fay par Holton, quand même. Mais ça, parce qu'il cherche à avoir des meilleurs étrangers. Très embêtant, c'est le départ de Luca Capaola à Rapperswil. Et puis enfin Jordan Bougro, mais lui qui est parti à Sierre. Bon, dans la physionomie des départs, il y a une majorité de joueurs qui jouaient très peu ou pas. C'est vrai. Mais alors, dans les arrivées, vous avez Dominique Diem de TTC Lions, Leandro Profico de Rapperswil, Denis Spirnov de Genève, Joël Marchand qui joue à Charlottetown, Sataric de Rapperswil, Kellenberger, lui, je ne sais pas en fait Kellenberger ce qu'il va faire. Il était annoncé, mais je me demande si c'est pas retiré. Je me demande. À voir. Tyler Morley qui vient de Wolfsburg et Nico Oyameki qui vient de Tappara, donc qui sont censés remplacer Peltonen et Ruotsalainen. Franchement, c'est pas mal du tout, parce que les transferts, ils sont intelligents. C'est des joueurs qui vont avoir beaucoup de temps de jeu, qui n'auraient pas autant de temps de jeu dans un gros club, mais qui ont une capacité de progression et ils peuvent être étonnants. Mais l'équipe, elle est beaucoup plus forte en homogénéité sur la quantité. Maintenant, le coach... on verra ce que c'est, un nouveau coach, parce que Tomlinson il avait fait ses preuves, donc ça c'est aussi un point d'interrogation. Du côté de Langnau, on connaît les 4 étrangers. Enfin 4 étrangers, c'est Siri Järvi, Sarela Pessonen, Ricola. Donc là 4 Finlandais. J'imagine qu'on va les compléter. Je ne sais pas avec qui. Des Nordiques, parce qu'il y a le Sona. Apparemment, Ikin va partir. Apparemment. Il y a le Sona sur le toit maintenant. Alors Sami Lepisteux, il était censé, ça s'est décidé aujourd'hui, je crois. Lepisteux va partir. C'est quasi officiel depuis aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve avec ces 4 étrangers. Et puis alors vous avez pour l'instant comme arrivé Julien Schmutz, le Davosien, Mathias Rossini qui a déjà terminé. Julien Schmutz, il revient à Langnau. C'est ce que je dis, oui. On est à Langnau là. Je crois que vous disiez qu'il partait. Schmutz, donc le Davosien, le Fribourgeois Rossi qui est arrivé en fin de saison et donc qu'on conserve mais qu'on considère comme nouvelle acquisition pour cette saison. Le Zurichois Noah Meyer, Brian Zanetti avec Peter Boro, demi-finaliste de la Coupe Mémorial, et puis donc Juuso Ricola qui vient d'Oskarshamn. Voilà pour l'instant. On va dire pour Langnau, attendre et voir. Attendre et voir, mais je mettrai un plus. Un plus. Voilà. Du côté de Rapperswil, l'essentiel, c'était de garder les étrangers, quoi. Donc avec Emil Joos, avec Maxime Noro, avec Roman Chervenka, sont également dans les starting blocks Niklas Jensen, Jordan Schröder et Victor Rask. Et moi, j'ai l'impression que Rask sera un des meilleurs étrangers du championnat. Mais en tout cas, c'est un club qui peut lui convenir. Parce qu'il a des grandes possibilités. Il était très très étonnant à l'entraînement. Il faut qu'il arrive à ça à retranscrire en match. Mais je pense que ça peut bien matcher avec la façon dont joue Rapperswil. 2 défenseurs quand même qui partent, Profico et Sataric. Ça c'est un vrai problème. Ça c'est un vrai problème parce qu'il y a des jeunes derrière, mais quand même ils ont fait des bonnes saisons. Plus Bircher, plus Selzener qui sont peut-être moins capés. Mais derrière il va falloir trouver des solutions. Alors les solutions pour l'instant, elles s'appellent Colin Gerber, Tim Grostiklos et Luca Capol. Alors, Capol et Colin Gerber. Colin Gerber, moi, j'ai jamais compris qu'on le développe pas à Berne. Moi, je pense qu'il a un énorme potentiel. Donc, ça peut... Finalement, en y réfléchissant, en parlant là, comme ça, en live, je trouve que finalement, ça peut faire le job par rapport à Sataric et Profico.
Même si Profico a fait des saisons. Mais moi, Colin Gerber, je suis vraiment impatient de le voir avec beaucoup de temps de jeu. Et je pense qu'avec le coach qu'il y a, le coaching staff, ils vont beaucoup travailler avec lui et lui donner de la confiance. Et c'est un joueur qui peut prendre la place à Profico. Il nous reste Zug et Zurich. Alors à Zug, les départs, Yannick Zender, Samuel Kreis, Dario Wüttrich, Christian Joos, Karl Klingberg, et puis les étrangers habituels, Carter Camper, Adam Almqvist, Justin Abdelkader. Il y a également Leandro Hauser qui part à Lugano. Voilà, et le tout compensé par les arrivées de Elio Riva, de Mark Michaelis, de Lucas Bengtsson, de Andreas Wingerli, qui est un jeune qui a fait ses classes en Suède, Louis Robin. Donc ça veut dire que les joueurs des ligues mineures canadiennes, les Suisses de bonne qualité, reviennent en Suisse. Et puis il y a toujours la rumeur Attilio Biasca qui pourrait venir. Voilà. On rajeunit, mais je suis étonné de Riva, moi. Je suis étonné de Riva. Dans quel rôle il va avoir à Zug. Tour de la défense. Ouais, non, j'ai pas été convaincu. Donc voilà. Après, peut-être qu'ils l'ont beaucoup scouté, beaucoup observé et qu'il a un rôle bien particulier, un style de jeu qui les intéresse. Mais j'étais étonné de le voir signer à Zug, en fait. Ouais. Et on va terminer avec Zurich, qui restera encore et toujours la grosse machine qui déçoit d'année en année. Alors, est-ce qu'ils seront décevants cette année ? Départ. Alors, on s'attendait à un certain nombre de départs importants et ils sont là parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Départ de Dominique Diem, de Noah Meyer, d'Alexandre Tercier, de Gareth Rowe, de Justin Azevedo, de Lucas Wallmark, de Ludovic Weber. Ces deux derniers cités avaient des contrats. Oui, c'est ça. Donc, Wallmark est à Fribourg, Weber est parti dans l'organisation de Florida Panthers. Texier, il est de retour à Columbus. Et puis, vous avez donc Diem à Cloton, Meyer à Langnau. Et puis, par contre, Azevedo et puis Euro, on le retrouvera un club un petit peu plus tard dans la saison. Ils font partie de ces joueurs, justement, qui doivent souvent attendre très longtemps avant de connaître leur destination. Il n'y a que 3 étrangers actuellement à Zurich. C'est Simon Roubesch, le gardien. C'est Mikko Lehtonen et c'est Juha Lamikko. Et donc, une seule arrivée, celle de Yannick Zender, le Zougois. Une seule arrivée. Alors ça c'est un transfert intéressant parce que c'est des genres de joueurs qui ne l'ont pas. Mais oui, c'est une seule arrivée. Mais sur pareil, je vous dis, le marché, il n'est pas exponentiel. Il y a beaucoup de joueurs qui pensent, qui réfléchissent à leur confort, aussi bien financier que au niveau de la vie de famille et surtout au niveau du coaching staff. Et là, c'est un vrai problème parce que ce qu'on entend du côté de Zurich, c'est un peu compliqué et je pense qu'il y a des joueurs peut-être qui refusent d'aller là-bas parce que Crawford peut être par moments un peu dur. Et c'est peut-être là où il y a sur le marché des joueurs suisses où Zurich a un peu de mal. Ouais. Et puis, il y a quand même de rumeurs du côté de Zurich. C'est toujours la rumeur de Nimalgin. Est-ce qu'il va rester à Colorado ou pas ? À Colorado, on n'a pas l'air contre de le garder. Ouais, non, et puis franchement, j'espère qu'à un moment il arrive à exploiter ses qualités parce qu'il en a beaucoup et que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas à NHL. Ouais. Et puis un jeune d'Ottawa au 67, Vincenz Rohrer, jeune Suisse. Voilà, ce sont les rumeurs. Et ça reste pour l'instant au stade des rumeurs. Voilà, on a fait, c'était peut-être un peu long, on a fait quand même le tour des clubs de l'élite avec les premières tendances qui se dessinent, mais il y a encore beaucoup d'interrogations et notamment Zurich, c'est une des grosses interrogations parce que là, il y a encore quasiment tout à faire avant le début de cette saison. On va avoir des belles surprises, à mon avis, encore. Ouais, dans un mois, là, on est quoi ? On est en juillet déjà. Début juin, là. On est début juin, oui. Ouais. Je suis complètement décalé. Début juin, début juillet, début août. Donc en fait, il y a encore 2 mois pour former l'équipe avant les premiers matchs. D'ailleurs, on sera aux 2 tournois. On sera au Cayade et puis après au Festival Hockey à Yverdon. Absolument. Bon, j'ai encore une 5e question venant de Denis de Villeneuve. Ça s'enchaîne bien, on parlait de Rochette tout à l'heure, qui estime qu'on en fait beaucoup sur Rochette, mais pas assez sur celui qu'il estime, et moi aussi à juste titre, je pense, le MVP des Remparts de Québec qui viennent de remporter la Coupe Mémorial, c'est Malatesta. Ouais, mais Testa, on en fait beaucoup au Canada. On parle beaucoup de lui, effectivement. En Suisse, oui, un peu moins, mais parce qu'on le connaît moins, mais au Canada, il y a beaucoup d'observateurs et d'analystes qui parlent de lui. Donc, ouais, c'est vrai qu'il a fait un immense
immense saison. Maintenant, Rochette, il est pour parler, il a un contrat à Lausanne, on ne sait pas s'il va venir, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Il a fait beaucoup, il est overage, donc il a fait énormément de saisons en junior majeur. Il a un titre majeur en tant que capitaine, donc c'est normal un peu qu'on parle de lui parce que il est en Suisse. Je parle en Suisse évidemment. On ne sait pas ce qui va se passer pour lui, donc c'est un peu le moment pour lui phare de sa fin de saison, c'est-à-dire qu'il vient de gagner la Coupe Memorial et on espère pour lui que son rêve, on le sait tous, que c'est d'avoir la possibilité d'intégrer une équipe de NHL. Donc je pense qu'il va être invité et maintenant ce sera à lui de faire ses preuves. Et si par malheur il n'arrive pas, on sait qu'il a un contrat à Lausanne et qu'il pourrait évoluer en Liga. Donc il y a pire comme réflexion à avoir. Ouais. On verra ça. Autre point important de la nuit, c'est que ce titre de Patrick Roy renforce sans doute Patrick Roy dans une possibilité de partir entraîner dans une organisation de NHL une deuxième fois. Mais ça, la dernière fois qu'ils avaient gagné les remparts, c'était en 2006, sauf erreur. Donc c'est une sacrée performance. C'est le 3e titre de leur histoire. Troisième. Et le 4e titre pour une formation de la Ligue de hockey junior majeur de Québec. Ouais. C'est juste sublime ce qu'ils ont fait. Voilà, moi j'ai fait le tour des questions qu'on avait reçues. On a profité pour un petit peu développer. Est-ce que vous avez encore j'ai quelques brèves, mais 7 minutes. Quelques brèves, mais je voulais parler du Jokerit Helsinki. C'est un club que j'ai beaucoup suivi, qui était en KHL, qui a été justement avec les problèmes géopolitiques, qui a été suspendu de championnat. Et finalement, ils sont réintégrés dans la deuxième division et puis ils vont remonter rapidement. Remonter rapidement, mais c'est bien qu'ils reviennent dans le championnat finlandais. Et puis c'est quand même une institution. Donc moi, personnellement, ça m'a fait plaisir. Ensuite, je voulais parler de, je vais bien essayer de ne pas l'écorcher, Toni Salmelainen. Voilà, exactement. Ex-Genevois. Donc en fait, il a écrit un livre et puis il enregistre un petit peu sur un podcast et puis des sons sur ses états d'âme et il parle des commotions. Et c'est assez violent d'écouter ce genre de choses et puis moi je suis impatient d'avoir le livre traduit et puis de pouvoir l'acheter parce qu'on a tous vécu ça à moindre échelle. Mais je sais qu'autour de moi ou moi en tant que joueur, on a vécu des fois des petites commotions ou des grosses. Et c'est vrai que ça change complètement la vie. Et les gens qui ne connaissent pas cette maladie finalement, parce qu'après c'est vraiment une maladie, vous êtes dépressif finalement. C'est vraiment violent et quand tu n'es plus maître de ton corps et de ton esprit, et quand tu es sportif de haut niveau, c'est tout simplement horrible. Et j'y ai beaucoup pensé cette semaine là où j'étais au championnat du monde avec les anciens, parce qu'en fait finalement je leur disais souvent quand on mangeait, on est des privilégiés. Parce qu'on revit une seconde jeunesse avec l'expérience de nos premières vies et on savoure. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu refaire du sport et prendre du plaisir dans un sport co. Et en fait, moi ça m'a beaucoup touché son podcast et puis je suis impatient de lire son livre, mais c'est un vrai problème, c'est beaucoup mieux traité aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a des grosses séquelles. Moi, je connais très bien Fabien Guignard, par exemple. Il m'a expliqué certaines choses. Il m'a aidé. Fabien Guignard, à l'époque, on avait un joueur exceptionnel qui s'appelait Kevin Orellana, qui a vécu des grosses commotions, qui a failli faire une grande carrière parce qu'il était junior. C'est l'un des seuls Suisses romans qui jouait premier bloc en équipe de Suisse U18, U20. Il a été à Berne en préparation. Ils l'ont pris avec l'équipe senior, donc il jouait en Liga et il jouait sur le premier bloc avec l'étranger. Il s'est pris une grave commotion, puis il a continué, il a arrêté sa carrière, puis il a continué à revenir avec nous. Et à un moment donné, il allait tellement mal que j'ai fait venir Fabien pour discuter avec lui, et puis ça l'avait beaucoup aidé. Et je me suis retrouvé un petit peu dans des discussions assez mortelles en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des choses où ils se parlaient. Moi, j'arrivais pas à comprendre ce qu'ils se disaient et eux, ils comprenaient complètement. Et c'est pour ça que peut-être que ça m'a sensibilisé. Moi, j'en ai eu, mais on les a diagnostiqués bien plus tard parce que j'avais vraiment des troubles par moment, beaucoup mal à la tête, etc. Et nous, à l'époque, par exemple, quand on prenait un gros check et puis qu'après, le lendemain, à l'entraînement, on vomissait, ça veut dire qu'on avait beaucoup travaillé et que c'est bon signe. Donc, vous voyez un petit peu le délire, quoi. Donc, aujourd'hui, heureusement, c'est traité. Les casques ont beaucoup changé. Là, on a eu des nouveaux casques. On va pas faire de pub pour les marques, mais j'avais un casque CCM, c'est anti-commotion. Et j'ai pris un ou deux
coups sur des checks où j'ai tapé la bande, j'ai rien senti, quoi. Ils sont devenus plus légers, mais plus efficaces. Beaucoup plus efficaces, les bandes, les bandes anti-commotion, les plexis anti-commotion. Donc il y a une évolution de ce côté-là, mais c'est intéressant quand même d'avoir un retour sur un joueur de cette classe-là. Et puis il a dû arrêter sa carrière en Suisse, donc ça m'a beaucoup touché. Après, je voulais revenir sur deux joueurs emblématiques à Martigny qui ont re-signé, Romain Sédou et Sami Lassaoui, qu'on salue. Donc, et puis l'arrivée de Melvin Merola. Donc, qui revient au forum. Donc petit à petit on construit l'équipe, ça râle un petit peu des côtés des supporters, mais c'est en train de se construire, et puis surtout on fait avec des joueurs locaux, donc intéressant. Et on avait mis un casque de plomb à la fédération sur la Swiss League, et Patrick Bloch a répondu à Rosa sur les reproches, surtout à Adrian Fetcheri. Voilà, sur les reproches du directeur, et il a été assez franc et assez cash et assez dur. Mais c'est bien parce que là on a la réponse, et puis finalement souvent c'est de la politique, et puis au niveau fédéral on répond pas trop, et là du coup on a mis les pieds au mur, et puis c'est au moins on a expliqué ce qui s'est passé, puis on a l'autre vérité, en fait. Il me semble quand même qu'on a un petit peu joué large sur ces fameux délais. Voilà. Évidemment, il y avait une deadline qu'on n'a pas trop respectée visiblement, ou ça n'a pas été communiqué à temps, enfin je sais pas. Oui, mais c'est vrai que ça aurait pu être fait différemment. Mais en fait cette ligue elle survit un petit peu, on essaie de trouver des solutions et d'avoir les équipes qui sont peut-être les plus attractives. Tiens, puisqu'on parle de Majorca League, Kirill Starkov, c'est le nouvel entraîneur de Guin. Vous le connaissez un petit peu? Oui, je le connais parce qu'il a joué à Martigny en Swiss League, et après il est parti longtemps à Châteaudet. Il est skills coach. Oui, ça j'ai vu. Après, c'est un profil complètement différent. Je suis complètement honnête, je suis pas un grand fan du tout. Et par rapport au coach qu'il y avait avant et le travail qu'il a fait, ça sera pas la même limonade, à mon avis. Donc voilà. Ensuite, je voulais venir sur l'incidence du passage à 6 étrangers en National League, et les chaises musicales ont fait déjà un malheureux, hein. En effet, le gardien jurassien Elien Pop n'a pas de contrat professionnel, il arrête sa carrière à l'âge de 27 ans, alors que c'était un espoir. Donc on commence à avoir et je vous en ai beaucoup parlé dans cette émission, sur le fait que les gardiens à un moment donné va faire une réglementation, mais je suis vraiment, en plus c'est un super gars, je suis vraiment triste que ce gars-là n'arrive pas à avoir de contrat professionnel. Corey Emerton, vous en avez parlé là, qui quitte le Lausanne Hockey Club, mais moi je voulais en parler parce que j'ai jamais vu un gars comme ça aussi professionnel. Je vous dis, des fois je suis arrivé très tôt à la patinoire, même le week-end, et je l'ai toujours vu s'entraîner. C'est un mec extrêmement professionnel, et c'était un exemple par son inspiration, par son travail pour les jeunes. Donc merci à lui pour tout ce qu'il a amené dans le hockey suisse. Ensuite, Christophe Aluette, quand même, qu'on salue, puis qu'on apprécie, intronisé au temple de la renommée de l'IHF. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une super nouvelle, et puis c'est mérité, quoi. Quand on connaît le personnage et la carrière, et vraiment fier d'avoir connu ce personnage, puis qui fait du bon travail à Lausanne. Donc vraiment content pour lui. Et dernière chose, il y a eu une conférence de presse de l'IHF, et là, ça m'a un peu inquiété. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une Coupe du Monde qui serait peut-être intronisée en avant-saison. En avant-saison. Enfin, on ne sait pas, parce que c'est la NHL. Ils ne peuvent pas la mettre en saison, c'est pas possible. Mais c'est la NHL, et puis la NHL, ils s'en foutent un petit peu. Donc, ce qui était, l'IHF a quand même déclaré n'avoir jamais organisé de championnat du monde en Amérique du Nord pour ne pas rentrer en concurrence avec les séries éliminatoires de la NHL. Nous attendons le même respect en ne rentrant pas en concurrence. Fin de citation. Donc voilà, ça peut être cool, ça peut être super cool. Par contre, les plannings sont chargés. La Champions League, le championnat du monde, la NHL. La seule possibilité, c'est en septembre. Oui, mais vous avez la Champions League. Donc, je ne sais pas si cette compétition a lieu, elle va tuer la Champions League. Donc ça sera un choix politique. C'est une année. Ouais. Une fois du monde, c'est tous les 4 ans. Une fois tous les 4 ans. Alors, ok. Alors là, il faudra faire comme les années olympiques, essayer de tout décaler. Enfin, tous les 4 ans, non, mais c'est un truc qui ne se dispute pas chaque année. On va dire ça comme ça. Ouais, mais je pense qu'ils vont partir sur le même principe tous les 4 ans, un peu comme les JO. Ouais. Mais comme il y a les JO, je vois pas vraiment l'intérêt, en fait. Parce que l'intérêt, c'est d'avoir cette fois-ci tous les meilleurs. Ouais. Parce que là, les clubs dans les NHL seront obligés de libérer leurs joueurs. Oui, mais là, à part avec le Covid, les derniers Jeux Olympiques, on a eu des sacrés joueurs. Ouais.
On a eu des sacrés joueurs. Très franchement, si on veut voir les meilleurs joueurs du monde, aujourd'hui, il n'y a pas photo entre une Coupe du Monde et un championnat du monde. Par contre, oui, d'accord. Ah oui, là, complètement d'accord avec vous. D'accord. Complètement d'accord. Mais par exemple, une Coupe du Monde et des Jeux Olympiques, ça se discute. Oui. Ça se discute. Donc voilà, moi, c'est bien de rajouter plein de compétitions, hein, mais à un moment donné, il va falloir que les joueurs ils se reposent quand même. Donc voilà. On va dire que je fais de l'anti-canadien primaire, mais ça vous dérange pas de voir ce Canada champion du monde là ? Ouais, par rapport. C'est un Canada C. Ouais, mais ça me dérange. Mais ils gagnent quand même. Non, mais ça me dérange. On est faible ou quoi ? Non, ça me dérange pas sur un point. C'est qu'ils ont construit leur truc et puis qu'ils ont gagné en équipe. Ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu et on a vu que l'équipe a évolué au cours du championnat du monde et finalement ils gagnent en équipe. Mais c'est vrai que par rapport aux équipes nationales alignées, c'est une déception pour les nations européennes. Ouais. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. C'était notre première, on va dire ça comme ça, de la saison 2023-24. C'était moitié bilan, moitié tournée. C'est les émissions estivales. Voilà, exactement. On est en short, on va se retrouver encore un petit peu le lundi. On avait pris un beau rythme pendant les playoffs, tous les lundis, mercredis, vendredis. C'était même vachement ambitieux. On l'a fait. C'était intense. Ouais. On l'a fait. Et puis maintenant, tout le monde... ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Justement, moins il y a d'actualité, plus on bosse. Ça, c'est certain, parce qu'il faut la trouver, l'actualité, justement. Moi, je vous invite évidemment toujours à aller voir notre site planethockey.com qui depuis maintenant une grosse semaine est repassé devant toute la concurrence. Il faut dire qu'on avait quand même un petit peu perdu depuis le changement de site au mois de septembre pour différentes raisons et voilà, les choses rentrent gentiment dans l'ordre. Donc merci encore une fois d'être fidèle ou de redevenir fidèle au site roman numéro 1 en matière de hockey sur glace. On va évidemment continuer à diffuser nos émissions en radio et puis il y a encore des surprises qui vont apparaître gentiment durant l'été, puis on sera encore tout beau, tout flamme pour la reprise du mois de septembre. Mais enfin, on se retrouve donc encore durant cet été avec Laurent Perroton et avec nos chroniqueurs habituels quand ils sont revenus de vacances. Nous étions au Bike and Coffee Tête de Course à Nyon, à l'avenue Violier pour cette 70e édition. Merci de nous avoir suivis et puis là, ça va être compliqué maintenant à moins de partir très rapidement pour aller voir la finale de la Coupe Stanley. Le hockey sur glace, c'est bien, le hockey sur place. C'est mieux, mais c'est vrai que ça serait sympa d'y être. Parce que c'est loin. Mais c'est loin. C'est très loin, mais c'est vrai que ce duel entre Florida et Vegas, c'est pas mal. Et puis tout le show à côté et tout. Ouais. Deuxième match à Vegas cette nuit, que vous pouvez évidemment voir sur différents diffuseurs, dont, si je ne m'abuse, MySports. Exactement. Excellente fin de journée à tous. On se retrouve en rediffusion, bien entendu, et sur notre chaîne YouTube Planet Hockey Center. Et on se retrouve lundi. À bientôt. Bye bye.